Voilà, donc mon collègue Théo de La Fontaine est également avec moi pour répondre à quelques questions. Des questions que vous pouvez poser que vous pouvez poser par le petit environnement sur la droite, la petite barre d'outils que vous avez qui vous permet de poser des questions. Celle-ci est appelée questions, donc ce n'est pas l'environnement de chat, mais c'est l'environnement de questions. Donc il pourra répondre à des questions relatives à notre logiciel. Si c'est des questions un peu trop pointues de méthodologie adressées plutôt à un chercheur, dans ce cas-là, on pourrait faire part de vos questions à notre intervenant, Monsieur Thévenin, qui pourrait dans ce cas-là nous aider à répondre, vous répondre directement. Voilà, donc cette présentation va commencer. Donc le but de cette présentation, alors ce n'est pas tant une démo du logiciel, une démo commerciale comme j'ai plutôt l'habitude de le faire lors des webinaires. Durant cette présentation, c'est Monsieur Olivier Thévenin, donc qui va enseignant-chercheur, qui va eh bien, présenter un cas d'étude qu'il a réalisé dans le cadre d'une de ses recherches, dans ses travaux de recherche. Donc rapidement, je vais prendre quelques minutes avant pour vous présenter rapidement euh, qui nous sommes, pour celles et ceux qui éventuellement ne nous connaîtraient pas. Donc vraiment très rapidement, donc Sphinx a 30 ans, on a fêté nos 30 ans d'ailleurs pas plus tard que la semaine dernière. Nous sommes très présents dans le secteur de l'enseignement et de la recherche dont je m'occupe depuis ces 30 ans, et notamment dans le secteur de l'enseignement et de la recherche, nous sommes de plus en plus, nos logiciels sont de plus en plus cités également dans des travaux de recherche. Alors traditionnellement, enfin historiquement, les gens avaient l'habitude d'utiliser le logiciel Sphinx plus d'options Lexica. L'équivalent maintenant de ce logiciel, c'est Sphinx IQ2 Kali. Donc, Monsieur Thévenin présentera notamment quelques interfaces du logiciel dans cette version-là. Euh, voilà, donc avec Sphinx, on réalise de plus en plus d'enquêtes en ligne, on a un grand nombre de clients en France, mais également à l'étranger. Et puis, nous réalisons de plus en plus des prestations d'études pour des chercheurs, pour des laboratoires de recherche, pour les aider dans des étapes comme la collecte de données, la publication, la diffusion, donc pour, récolte de données, et puis également une partie d'analyse. Donc notre offre, ce sont bien sûr les logiciels d'enquête. Je vous parlais tout à l'heure de Sphinx IQ de Kali. Nous proposons également des formations, soit on va dire de base, d'initiation, voire des formations avancées en analyse de texte, en analyse multivariée, euh, donc, euh, donc à nos logiciels. Et nous avons également un département qui s'appelle Sphinx Institute, dans lequel nous avons des collègues chargés d'études qui vont réaliser toute ou partie d'une étude pour nos clients, ou donc qui sont, comme je vous le disais tout à l'heure, de temps en temps des laboratoires de recherche et des chercheurs donc, que l'on va pouvoir accompagner pour des parties d'enquête ou de collecte de données et analyse de texte ou constitution d'un dictionnaire pour de la lecture automatique d'un corpus volumineux, etc. Voilà. Donc ici simplement quelques logos d'universités, de laboratoires, mais voilà, il y en a juste quelques-uns pour dire que nos clients, mes clients dans l'enseignement et la recherche, ce sont des universités, des laboratoires, des écoles, euh, également des lycées, etc. Ici trois lignes, pourquoi trois niveaux? Sphinx dans l'enseignement et la recherche, donc c'est le niveau turquoise en bas, la troisième ligne qui va nous intéresser. Euh, les chercheurs vont utiliser le logiciel Sphinx IQ de Kali comme un chargé d'études. Et puis sinon, on va dans le secteur de l'enseignement et de la recherche, eh bien, ce même logiciel peut également être utilisé pour des enquêtes plutôt qu'on appelle administratives, enquête d'insertion, évaluation des enseignements, des stages, etc. Et puis pour la pédagogie, peut-être que certains d'entre vous également vous donnez des cours d'enquête par questionnaire avec Sphinx, eh bien, vous pouvez utiliser Sphinx Déclic ou Sphinx Campus. Sphinx Campus, c'est l'outil en ligne Sphinx Déclic, mais avec également des supports de cours, des exercices et des corrigés. Cette slide simplement pour vous dire que voilà, Sphinx IQ Kali, Sphinx IQ2 est cité dans des articles de recherche. Certains vont du coup présenter des nuages de mots faits avec le logiciel, on va citer le logiciel, voilà, donc notre logiciel continue à être cité de plus en plus dans des articles de recherche.
Alors, la présentation, le but c'est voilà, de vous montrer qu'avec Sphinx, eh bien, cet outil peut vous aider dans vos travaux de recherche. Donc, on reviendra simplement sur ces slides plus tard, mais Sphinx permet de faire des enquêtes qui sont par exemple en responsive design, donc le répondant répond depuis un smartphone, une tablette, un écran, donc on va s'adapter au répondant pour que le répondant puisse eh bien, répondre depuis n'importe quel support et du coup avoir un taux de réponse qui soit le meilleur possible. Sphinx est un logiciel ouvert, ce qui fait qu'on peut importer des données quantitatives depuis Excel ou d'autres fichiers, mais des données provenant du web, du texte qui va être dans des documents Word, des entretiens non dirigés, dirigés, etc. Voilà, donc on peut importer des données pour les analyser. Sphinx n'est pas uniquement un logiciel d'enquête, mais également un logiciel d'analyse de données. Voilà. En termes d'analyse quanti, la base, tri à plat, tri croisé, mais également des analyses multivariées pour expliquer, modéliser, classifier, factoriser. Et puis, et j'en finirai là juste avant de présenter le cas de Monsieur Thévenin, et l'outil Sphinx Kali qui va proposer 3 niveaux, à la fois, donc Sphinx Kali va être à la fois pour quelqu'un dont l'analyse de texte n'est pas vraiment son cœur de métier ou sa spécialité, et à la fois, il va le permettre à des gens qui sont experts d'analyser, de fouiller le corpus récolté. Donc on aura quelques présentations, juste, notamment par Monsieur Thévenin. Alors, pour venir justement à la présentation maintenant, je vais faire une rapide introduction, vraiment rapide. Donc, Monsieur Thévenin, donc professeur de sociologie à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3 et chercheur au laboratoire CERLIS. Donc, il va nous présenter une enquête. C'est une enquête quantitative et qualitative qui a été menée auprès des sériphiles lors du festival Sérimania organisé au Forum des Images. Alors, ce questionnaire eh bien, a été diffusé à 5000 adresses mail qui ont été collectées pendant ce festival, justement, à l'issue de ce festival. Et après la diffusion de cette enquête à ces 5000 adresses, 5000 personnes qui ont participé à ce festival gratuit Sérimania, eh bien, il a obtenu 751 réponses, soit un taux de retour qui est très intéressant quand même, 15% de taux de retour. Et sur ces 751 réponses, chose intéressante, il y a un quart des répondants qui ont utilisé un smartphone pour répondre à l'enquête. Voilà. Donc le but de l'étude, et je vais simplement, après je laisserai la parole, c'était d'étudier les interactions entre les séries télévisuelles et les sociétés qu'elles sous-tendent. Voilà. Donc je vais maintenant, par un petit geste technique, laisser la main à Monsieur Olivier Thévenin, qui va enchaîner sur la présentation. Monsieur Thévenin, c'est à vous. Oui, bonjour. Merci de cette invitation et donc bienvenue pour cette présentation d'une enquête qu'on mène avec une équipe de chercheurs, de doctorants et d'étudiants de la Sorbonne Nouvelle au Forum des Images. Ce que je vous propose, c'est vraiment de centrer mon intervention sur les questions qui sont des questions d'ordre méthodologique, donc je serai sans doute tout à fait partiel sur les enjeux et sur un certain nombre d'éléments en arrière-plan, notamment théoriques, réflexifs, pour montrer comment j'ai traité certaines informations et quel a été l'intérêt de la démarche pour un sociologue qui essaie de comprendre les pratiques sériphiles. Donc sur la vignette que vous voyez, on a un résumé du nombre d'enquêtes en ligne que nous avons obtenues, hein, dont nous avons obtenu 751 réponses en ligne. Parallèlement, nous avions également des entretiens pour compléter par d'autres éléments qualitatifs les représentations que les sériphiles souhaitaient nous transmettre. J'ai fait quelques copies d'écran pour que vous identifiez le type de questionnaire qui
a beaucoup évolué puisque c'est la troisième année qu'on fait une enquête à Sérimania. L'enquête qu'on a menée donc en 2016 était déjà enrichie des résultats de l'enquête 2015 et l'enquête qu'on a menée cette année en 2017 a intégré d'autres éléments qui étaient finalement liés à l'exploitation des données que nous avons eues. Ça, je reviendrai sur cet élément, mais ce que je peux préciser, et qui a été aussi quelque chose qui a modifié un peu notre manière d'envisager les enquêtes, c'est que le taux de réponse par smartphone, effectivement, est très élevé, et ça nous a amené à penser d'autres dispositifs de mise en page, puisque c'est responsing, effectivement, mais c'est quand même une forte orientation dans la mise en page du questionnaire, notamment avec, comme vous le voyez pardon, ici à l'écran, des boutons à cliquer qui sont plus adaptés pour répondre sur questionnaire sur smartphone ou sur tablette que sur ordinateur qui offre plus d'ergonomie évidemment pour fonctionner avec une souris. Dans les enquêtes en ligne, y compris avec les smartphones, on a néanmoins une application importante des internautes. Ça, c'est peut-être un élément que je voudrais souligner, c'est que on a sur des questions qui sont des questions qui peuvent être parfois engageantes ou rarement, mais ça arrive intime, des répondants qui se livrent vraiment, même sur une enquête en ligne. Donc ça nous a beaucoup étonné et c'est pour cette raison qu'on a multiplié finalement les enquêtes en ligne dans, dans des questions qui sont des questions ouvertes et où on suscite la prise de parole des individus. Alors il se trouve que c'est un public de spécialistes, même s'il est avec une base élargie en termes démographiques, et c'est un public également très, on va dire, très expert aussi en termes de compétences, puisque le niveau de diplôme est très élevé dans les publics que nous avons pu rencontrer grâce aux entretiens et grâce aux techniques d'enquête en ligne que nous avons mis en place. Donc on a maintenant que j'ai présenté rapidement le principe du questionnaire en ligne, on a ici aujourd'hui focalisé sur des données qui sont des données qui peuvent être caractérisées par le type de pratique de la série Philly à travers les critères techniques, hein, c'est-à-dire comment on regarde des séries, est-ce que on dispose d'abonnements, est-ce qu'on est intéressé par la version originale, etc. Des questions qui ont été conçues à partir d'écrits, notamment d'une thèse de Clément Comte qui traitait de la série Philly, qu'on a utilisé pour reconstituer un certain nombre de questions liées justement aux modalités de la pratique. Mais la réflexion qu'on a présentée ici dans cette courte introduction et dans nos réflexions plus généralement, c'est vraiment des questions qui sont liées à ce qu'est la culture sériphilique. Et pour arriver à la caractériser, on a mis en place un certain nombre de questions qui sont des questions plus qualitatives. Deux questions dont on va parler ici dans l'enquête. Une question qui est liée en fait à la série. Est-ce que le festival a développé une curiosité des nouveaux univers de fiction? Donc ça c'est une des questions dont on va parler. Et puis une autre question qui est liée au fait que les séries influencent les gens au point de changer sensiblement leur regard sur le monde. C'est deux questions ouvertes qu'on a posées. Donc
on a obtenu des résultats à la fois donc sur les données qui sont plutôt des questions fermées ou des questions échelle, qui sont des questions classiques dans le questionnaire. Et on a ensuite voilà le type de questions et les réponses qu'on peut avoir. Donc les gens continuent de regarder les séries à la télévision, mais les regardent aussi en streaming gratuit, en DVD, en téléchargement légal, en SVOD et en location à la demande, ce qui est, comme vous le voyez, rare. On a posé des questions également, voilà, le résumé des questions qui étaient évoquées tout à l'heure, c'est sur quel type de support, la qualité du visionnage, l'intérêt de la conservation des séries, le fait d'aller sur des applications mobiles ou des sites internet ou Twitter pour organiser le suivi des séries ou la découverte des séries, des éléments qu'on avait besoin d'avoir pour pouvoir aussi documenter la pratique et mettre en lien finalement des données qualitatives et des données quantitatives. Alors là, à présent, je voudrais insister sur la partie plus spécifique de l'enquête qui travaille avec en fait une analyse de contenu. Cette analyse de contenu fonctionne avec un mode qui est un mode manuel lié à la technique de ce qu'on appelle les codebooks. Vous en voyez donc un à l'écran de codebook. Ce codebook, c'est un travail qui est un travail de codification qui est fondé sur la méthode ancrée. C'est à partir des données qu'on récolte qu'on va constituer une typologie qui va progressivement se structurer au fur et à mesure de la lecture des différentes verbatims que nous avons. Et donc, le codebook nécessite un travail assez long et parfois fastidieux de codification et de stabilisation de cette codification pour arriver à conceptualiser une pratique. Alors, on le voit sur cette image. On a une version du codebook 1 qui est extrêmement complexe et diversifiée, et on réduit cette codification dans un deuxième temps, c'est-à-dire qu'on fait une première codification, on réfléchit pour nommer les différentes catégorisations, et on reprend cette codification dans un deuxième temps pour synthétiser sa pensée. Ce qui rend cette catégorisation pertinente, c'est aussi le nombre d'items qu'on va cocher dans ce dispositif de codebook pour arriver à renseigner suffisamment chaque rubrique. Si les rubriques ne sont pas assez renseignées, c'est qu'en fait la codification n'est pas assez bien pensée. Donc voilà le principe de la codification. C'est l'opération intellectuelle la plus compliquée. Elle nécessite évidemment un peu de technicité grâce au logiciel, mais c'est principalement là que s'exerce la conceptualisation du codebook. On a donc là un exemple sur une question que j'avais citée tout à l'heure, c'est les curiosités pour des nouveaux univers de fiction. Mais je vais vous présenter plus spécifiquement l'autre question, qui est la question qu'on a posée sur l'influence des séries au point de changer sensiblement le regard sur le monde. Donc le but, c'est de disposer d'un traitement systématique des verbatims. On en a plus de 500, en l'occurrence, sur la réponse à cette question, et de repérer un certain nombre de verbatims qui vont pouvoir nous permettre d'illustrer un propos dans un article ou dans un rapport. La codification est comme ceci. On a une codification en fait un peu formelle sur le côté gauche qui était juste des éléments, on va dire, de notification de la verbatim qu'on lit, puisque parmi les petites phrases que les répondants nous ont livrées, on a des phrases qui nous disent des choses tranchées, plutôt favorablement, plutôt défavorablement, ou des fois des choses mitigées. Et donc on a mis des cases pour savoir si les gens répondaient à la question, ne répondaient pas à la question, ou répondaient à la fois oui et non. Enfin, on a coché aussi
dans cette codification de la barre gauche le nom des séries qui a été explicitement cité par nos répondants. On a donc ce dispositif et comme vous le voyez, on a copié sur cette vignette un résumé de tout ça. Alors, je vais passer à présent sur le... pardon, j'ai oublié une vignette. Vous voyez que ça se répartit en deux colonnes. Il y a des gens qui rentrent plutôt dans une catégorie où ils ont explicité un regard qui est une ouverture sur le monde, et d'autres qui ont plutôt explicité une relation forte avec, on va dire, quelque chose qui relève de la réflexion. Et donc, il y a deux catégorisations, donc des arguments qui se rejoignent dans le oui à cette réponse, comme dans le non, parfois tranchés, parfois avec beaucoup de nuances, et puis des gens qui sont plutôt du côté de la réception et qui expriment ceci. Dans le logiciel, le dispositif pour mener l'enquête se trouve dans le dispositif de codification qui est ici, et on retrouve donc ce que j'ai déjà codé. Alors, ce qui est extrêmement important, c'est que cette codification vous permet donc de voir la question qui est ici. Est-ce que certaines séries vous influencent au point de changer de votre regard sur le monde? Vous avez dans cette partie la possibilité d'avoir la signature de la personne qui s'exprime. Donc je vais choisir une verbatim un petit peu plus conséquente, comme celle-ci. Vous avez donc l'expression de la personne, le nombre de mots, le type donc de signature. Là, c'est une femme qui a 31 ans, qui a bac+5. Elle est en fait employée ou elle relève d'une profession intermédiaire. Elle a un revenu de son foyer, hein, c'est pas le revenu forcément de son emploi, mais de son foyer, qui est entre 2000 et 3500 euros. Dans la codification que vous voyez ici, donc la personne a répondu oui, donc comme 276 personnes ont répondu donc des choses assez riches sur cette question, et elle a explicité dans son texte des choses sur la question des... Je vais essayer de répondre rapidement ici. La question des séries qui sont là. Donc, on a la possibilité, vous voyez, de mettre le nom des séries ici, Mad Men, Crazy Ex-Girlfriend, The Mindy Project, qui sont des séries qu'elle va citer. Donc ça, le logiciel nous permet ça. Et on peut naviguer, comme vous le voyez ici, dans chacune des interfaces qui sont ici. Donc le travail de codification est un travail fastidieux. Il arrive sur certaines enquêtes, et c'est le cas ici, qu'on a une double codification. Deux personnes différentes ont codé, vérifié. Et le travail d'élaboration, une fois fait, il y a une sorte de vigilance aussi qu'on se donne pour pouvoir vraiment stabiliser la codification afin qu'elle soit bien et sérieusement réalisée. Une fois qu'on a ce dispositif-là, le logiciel permet de faire beaucoup de choses. Il permet donc d'aller à la synthèse de ce que nous avons fait. Donc on va faire une analyse de contenu, hein, c'est de ça dont il s'agit, et on va aller dans le dispositif d'analyse de contenu qui est ici. Le dispositif d'analyse de contenu nous permet de disposer, excusez-moi, que vous le voyez, d'un nuage de mots. J'ai fait le choix de regrouper en fait dans un menu qui est ici, je vous le montre. Vous voyez la catégorisation par génération. Je l'ai choisi, mais j'aurais pu mettre homme-femme, j'aurais pu mettre les professions, j'aurais pu mettre d'autres critères qui auraient organisé le contenu que nous avons recodé manuellement différemment. Et puis la signature est ici. On peut donc mettre la signature, celle que vous avez vue dans la barre, et qu'on va retrouver un peu plus loin dans les verbatims. La force de logiciel, c'est que de manière exploratoire, on peut, grâce
à ces navettes possibles entre les mots qui sont les mots saillants et les verbatims, voir qui s'exprime. Donc là, j'ai les phrases qui sont là sur le mot société qui revient. J'ai également donc la signature que je vous avais indiquée qui est ici. Et donc on peut explorer par mots-clés un certain nombre d'éléments qui sont ici et les logiciels permettent de le faire. On peut également, et c'est ça aussi qui est très très riche, puisqu'une partie de l'analyse que nous réalisons est en fait retravaillée sur un support qui est un support tout simple, qui est celui de PowerPoint, dans lequel on va ensuite remettre en page les données qui sont ici. Et donc on peut exporter ce nuage de mots et le mettre donc dans PowerPoint. Le menu export est ici, comme vous le voyez. On peut exporter sur Word, Excel ou PDF. Donc Word c'est très pratique puisque les images ressortiront et on pourra les avoir. Donc voilà l'interface qui est ici. Le logiciel maintenant, si je navigue avec ces fonctionnalités, me permet d'avoir en fait un nombre de verbatims qui sont paramétrables. Là, j'en ai mis volontairement un nombre important et je dispose des signatures. Donc je sais qui parmi les 15-24 s'exprime ici avec les déterminants sociaux. Le logiciel va sélectionner les verbatims qui ont le plus de différence. Ça, c'est vraiment le moteur de recherche lexicographique qui le définit par son dispositif de mise en relation, de croisement du vocabulaire qui est exprimé dans le corpus. Mais évidemment, la lecture de chacune des verbatims nous permet de faire une sélection, ce qui fait que par exemple là, sur les 10 verbatims qui sont sur la génération des 15-24, je vais en sélectionner peut-être que 3 ou 4 en fonction de ma propre interprétation des données. Donc si je redescends, vous voyez que j'ai aussi une dizaine de verbatims pour les 25-39, etc. Je reviens juste en arrière pour juste préciser une chose, c'est que dans le nuage de mots que vous avez ici, vous avez le nombre de verbatims qui est affiché ici, donc 125 pour les 15-24, 363, et donc vous voyez que c'est assez homogène, sauf pour les 55 et plus où il y a moins de verbatims, et sur les mots communs. Donc ça choisit 10 verbatims parmi 125, parmi 383, parmi 132, parmi 45. Donc on a ce dispositif qui est comme ceci, lui aussi il s'exporte ce dispositif et donc ça permet de fonctionner comme ça. Là, on est sur quelque chose de différent. L'autre élément, c'est que la codification que vous avez vue tout à l'heure, qui était, je remonte sur le support de PowerPoint, qui était donc ici, dans ce tableau plus bas, cette comptabilité, elle apparaît donc dans le logiciel sur cette interface, puisque chaque chose que j'ai cochée va être quantifiée dans ce tableau qu'on peut lui aussi exporter. Et là aussi, ça me permet de faire des liens avec les verbatims que j'ai eu tout à l'heure. Donc là, sur les verbatims, sur l'influence de la réflexion, je vais retrouver 10 verbatims qui sont alors, je vais essayer de conclure dans les 5 minutes qui viennent. Je vais un peu déborder sur mon temps de parole, mais c'est pas grave. Pour voir et expliquer, une fois qu'on a fait cette codification, donc on peut le comprendre, on peut tout simplement utiliser, pour illustrer les nuages de mots, bien qu'on a utilisé le nuage de mots, vous l'avez vu, pour explorer un certain nombre d'orientations des différentes réponses à cette question pour s'en faire une idée précise, mais la force du logiciel, c'est également de pouvoir croiser du quanti et du quali, puisque ce que vous voyez ici génère en fait dans le questionnaire de nouvelles variables. Alors je vais vous les montrer. Les nouvelles variables se trouvent donc, si on revient cette fois-ci au questionnaire, dans rédiger mon questionnaire, si je vais dans les dispositifs du questionnaire, ça va me générer de nouvelles variables
comme celle-ci, que vous voyez, des variables quantitatives qui vont donc être euh, générées grâce à ce codage, ou qualitatives avec des extraits qui sont ici. Alors, toutes ces nouvelles variables, on peut toujours les voir dans le tableur qui est ici, dans lequel on va trouver donc les verbatims que j'ai sur les séries mondes que j'ai identifiées. Donc, si je viens ici sur le petit graphique, on ne voit pas, mais c'est une variable que j'ai identifiée tout à l'heure. Voilà, celle-ci. Donc, en abordant des sujets sociétaux, donc vous voyez ici, ça quantifie les éléments dans l'analyse que j'ai donc réalisée moi-même grâce à cette codification manuelle. Et donc, je retrouve du coup des questions fermées qui sont ici. Donc, une fois qu'on a fait ce travail qui est assez long, hein, de codification, de remise au propre des données, de dispositions qui permettent de bien cerner quelles ont été les verbatims les plus pertinentes, on peut faire une analyse multivariée qui nous permettra de croiser les données. Donc l'analyse multivariée, c'est le principe des key-views. Donc c'est tableaux de caractéristiques. Donc ces key-views se fabriquent à partir de cette interface qui est ici. On a une variable pivot qui est celle des générations que j'ai pris. Et si je commente donc ces key-views qui sont ici dans mon PowerPoint, j'en ai mis 3 dans le PowerPoint que je vais commenter rapidement dans les 3 dernières minutes qui me restent. Mais vous voyez que voilà, les key-views, vous avez la variable qui est la variable pivot, qui est celle-ci, donc la catégorie générationnelle, et puis tout un autre nombre de variables qui sont celles par exemple du type de pratique vis-à-vis des séries qui sont ici. Et en fait, c'est en grande partie grâce à ce système qui fonctionne en fait sur du multivarié grâce à des logiques de qui 2. Hein. C'est vraiment de la statistique en fait qui fait ressortir ce qui est le plus caractéristique dans les réponses. Et dans le type de document qu'on peut avoir, donc ça c'est les types verbatim qu'on peut utiliser dans un rapport pour illustrer par exemple une typologie qu'on a constituée pour caractériser un public de sériphiles. Et ces verbatims fonctionnent avec, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, voilà, ici, mon KeyView. Donc ce KeyView qui est ici me permet par exemple de caractériser cette sériphilie. Je sais que chez les 15-24, ils vont assumer le fait d'être, comme on dit, des addicts, parfois, de terme qui est connoté de manière très négative, peut être donc revendiqué par la jeune génération qui ne le vit pas comme quelque chose de négatif, donc une forte propension à regarder des séries de manière compulsive. Donc c'est la génération qui dit qu'ils sont plutôt d'accord et tout à fait d'accord. Les générations plus âgées ne le disent pas. On peut faire le croisement avec le type de série que les gens regardent et le type de série que les gens regardent présentement au moment où l'enquête a été réalisée. Donc on voit le type de série en fonction des groupes générationnels. On voit que, voilà, par exemple, The Leftovers est une série chez les jeunes générations qui ne se retrouve pas forcément dans la génération des 55 et plus. Donc ça, c'est une façon réduite de montrer le KeyView. On pourrait mettre tout dans un seul KeyView, mais c'est plus difficile à lire. Si on veut des éléments donc là on est plutôt sur la caractérisation du type de série. Là j'ai fait un croisement entre le type de communication, comment les sériphiles découvrent les séries, la jeune génération sur les réseaux sociaux, l'autre génération des plus de 40 ans sur les médias classiques, la manière dont les sériphiles
regarde les séries, donc on voit comment il regarde les séries. Et puis on a les déterminants sociaux qui sont à la fin. Et la dernière vignette que je commenterai avant de conclure, enfin, et de relaisser la parole à Yoann Proto, ce sont donc les choses que j'ai recodées moi-même. Donc là, on a remis les genres pour voir en fonction des générations quel genre de série était plutôt privilégié par les répondants. Et vous voyez que là, on a des catégorisations qui, à la question certaines séries influencent au point de changer sensiblement le regard sur le monde. La jeune génération parle plutôt de découvrir des points de vue sur certains sujets, alors que les 40-54 ans vont plutôt exprimer en fait l'idée de découverte des cultures d'autres pays plutôt et d'autres expériences de vie et d'histoire. Et on a ensuite une illustration de ces éléments qui sont liés à la question qui était liée à l'influence sur le point de changer le monde. Donc on peut caractériser en fonction des générations. On sait que c'est les générations qui sont un peu le marqueur aujourd'hui, plus que les catégories socio-professionnelles des différenciations dans les pratiques. Et comme vous le voyez, on peut caractériser ces pratiques grâce au croisement de plusieurs variables, qui sont des variables à des réponses fermées, ou à des réponses ouvertes que nous avons recodées pour qu'elles soient en fait en capacité d'être lisibles et mixtes. Enfin, on peut rendre du coup le quanti-quali totalement croisé pour pouvoir élaborer ces key-views qui nous permettent ensuite de rédiger finalement un article ou un rapport en utilisant un outil qui a traité de manière systématique l'ensemble des données, donc plus de 500 réponses qualitatives aux 750, parmi les 751 répondants. Et voilà, ça permet à la fois de pouvoir, de manière extrêmement fiable, tenir une interprétation avec un faisceau de présomption extrêmement solide, robuste sur le plan empirique. Voilà, ça sera la conclusion que je pourrais en donner. Merci de votre attention et si vous avez des questions, je pourrais y répondre, pas aujourd'hui, mais peut-être indirectement par Yoann Proto. Merci. Merci Monsieur Thévenin. Donc je vais reprendre la main, afin que vous puissiez revoir mon écran, et je vais conclure très rapidement donc ce webinaire après la présentation de Monsieur Thévenin. Donc simplement pour vous rappeler que donc comme Monsieur Thévenin vous l'a montré, donc notre logiciel va pouvoir analyser donc des données quantitatives et du texte récolté, et que nous, voilà, Société Sphinx, on peut vous proposer ce logiciel, des formations, et également des prestations d'études pour vous aider dans une ou partie de vos travaux, comme les travaux qu'ont présenté Monsieur Thévenin. Alors soit par le travail de nos chargés d'études qui travailleraient sur vos données pour analyser une partie de vos données ou en fonction de ce que vous nous demanderiez, ou alors une autre prestation que nous proposons et qui revient à de la formation personnalisée sur les données. C'est ce qu'on appelle l'accompagnement, où des chargés d'études vous aident sur simplement peut-être la création d'une enquête, la diffusion pour la phase de collecte, ou alors l'aide à l'analyse plutôt quantitative ou qualitative de vos données. Voilà. Donc par le logiciel, les formations et puis de la prestation. Donc vous verrez dans les slides que je vous enverrai quelques exemples de ce sur quoi nous pouvons ou nous travaillons déjà avec quelques enseignants-chercheurs. Je vous laisse ici mes coordonnées pour les personnes qui ne les auraient pas. Donc effectivement, il y a eu quelques questions, mon collègue a pu répondre à quelques questions parfois quand elles étaient simples, des questions qui sont un petit peu plus complexes ou qui étaient relatives à la méthodologie expliquée par Monsieur Thévenin. Donc dans ce cas-là, on y répondra ensemble, ou soit Monsieur Thévenin directement, soit moi après avoir discuté avec lui, pour que les questions que vous nous avez posées ou remarques que vous avez pu nous faire partager eh bien puissent trouver réponse. Donc d'ici cette fin de semaine ou début de semaine prochaine, on va vous répondre. Voilà, donc je vous remercie pour cette présentation. Je remercie les participants. Je remercie encore une fois Monsieur Thévenin.
Et voilà, je reste à votre disposition pour d'autres questions sur ce qu'on a pu vous présenter, sur ce qui a pu vous être présenté, pardon. Et voilà. Donc, nous allons vous envoyer ce webinaire rapidement avec le lien de la vidéo et de la présentation, et nous restons bien entendu à votre disposition. Encore une fois, merci et à très bientôt.